Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, en premier temps, je m'adresse au public francophone pour dire que la fonction d'interprétation simultanée est opérationnelle pendant notre conférence. Vous pouvez trouver deux boutons en bas et à droite de l'écran derrière le petit globe qui vous permettent de faire la sélection entre les chaînes russes et françaises. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous convient pour nous suivre avec confort. Дорогие друзья, искренне рад поприветствовать нашего сегодняшнего гостя. Chers amis, je suis très content de saluer notre hôte, le directeur général de Glafkosmos de la société russe, Monsieur Dmitri Vladimirovich Loskutov. Il a commencé sa carrière en tant qu'au service diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Il a été expert pour la coopération militaire et technique et aussi s'occupait de la défense de la propriété intellectuelle. Après, il a travaillé pendant un certain temps comme le vice-premier ministre. Il était responsable des commissions qui travaillaient sur la coopération scientifique, militaire et technique. En 2018, M. Loskutov a été nommé directeur du département de la coopération internationale dans la corporation Glafkosmos, où il était responsable de la politique spatiale russe en coopération avec le pouvoir exécutif ainsi qu'avec les partenaires étrangers dans tous les domaines de la recherche spatiale à des fins pacifiques. Depuis décembre 2018, il devient le directeur général de la société par action Glafkosmos, la corporation Glafkosmos. Et donc aujourd'hui, il ouvre un nouveau cycle d'entretien sur l'espace qui va être dédié au succès et aux réalisations russes dans le domaine de l'espace. Nous avons pu anticiper un peu cet événement et aujourd'hui, le dirigeant de l'agence fédérale spatiale, de l'agence, de coopération Россотрудничество et les dirigeants de Roscosmos ont signé un accord sur la coopération et aujourd'hui, donc, c'est un petit peu un événement préliminaire avant la signature, pour la signature de cet accord. Donc, et bientôt, on va donc fêter le premier vol piloté dans l'espace. Modérateur de cette réunion sera Nicolas Pillet, qui est le rédacteur et le créateur du portail de connaissances français dans notre domaine. Il est un connaisseur et connaît beaucoup sur l'espace, sur la conquête soviétique et russe de l'espace, sur la conquête de l'espace par l'humanité. En plus, il parle russe. Il le fait très bien. Et donc, à la fin de la partie principale de la présentation, du discours, vous pouvez envoyer donc vos questions dans le chat. Donc, pas dans les questions-réponses, mais dans la section chat, par le chat. Ce qui nous intéresse aussi de savoir depuis quelle ville, depuis quel pays vous nous regardez, pour avoir cette information dans le chat également. Encore une fois, je salue nos participants et nos organisateurs. Je vous souhaite à tous une discussion très intéressante. Et maintenant, je voudrais passer le micro et à notre modérateur Nicolas Pillet. Eh ben, merci beaucoup, Constantin. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, pour commencer, je voudrais simplement remercier le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris, tout d'abord d'avoir organisé cet événement qui, je pense, va être super intéressant et qui plus est de m'avoir proposé d'en être le modérateur. Mais les gens ne sont pas là pour m'écouter parler, ils sont là pour écouter parler M. Loskutov. Donc, je vais tout de suite commencer. Dmitri Vladimirovitch, bonsoir, merci d'être là. Donc, vous êtes, comme on l'a dit, le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Glafkosmos. Tout le monde ne connaît pas Glafkosmos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait cette organisation et quel est son rôle dans le secteur spatial russe aujourd'hui? Bonsoir Constantine, bonsoir Nicolas. Je suis ravi de vous voir finalement.
Николя, я давно вас читаю в Твиттере, подписан Nicolas, на ваш... bonjour, ça fait un moment que je vous lis dans le Twitter où je suis inscrit et je pensais que vous seriez plus âgé parce que vous avez des connaissances très profondes dans le domaine de l'espace. Pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très reconnaissant au Centre scientifique et culturel russe pour cette opportunité. Et Glavkosmos, c'est effectivement la filiale ou l'entreprise fille de Roscosmos, la corporation Roscosmos. Donc, c'était créé dans les années 80, du temps de l'URSS. On a créé une organisation spéciale pour la création, la construction des techniques spatiaux pour l'agriculture et pour la coopération nationale et à des fins pacifiques. Nous avons célébré en février effectivement l'anniversaire du Glavkosmos parce que cette ordonnance était ouverte et l'année dernière, nous avons rendu public un décret secret du mois de mai 1985 qui consacrait la création donc de Glavkosmos, la direction générale pour l'utilisation des techniques spatiales pour l'agriculture. Donc effectivement, vous pouvez trouver ce décret, cette ordonnance sur notre site. À l'époque, le chef de cette organisation était M. Baklanov. Le premier directeur de notre organisation, c'était M. Dounaïev, le vice-premier ministre de l'époque. Et à partir de 1991, nous avons envoyé sur la base commerciale des cosmonautes français, syriens, autrichiens, britanniques et d'autres. Nous avons aussi conduit un certain nombre d'expériences dans le domaine des technologies spatiales, dans le domaine médical, sur la base des contrats commerciaux du Glavkosmos. En 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée, donc nous sommes devenus une organisation indépendante d'autogestion et depuis cette époque-là, nous avons conclu plus de 140 contrats internationaux. Nous avons organisé des expositions et là, profitant de cette occasion, je voudrais vous montrer un petit film, une petite présentation sur notre société. Vous voyez un certain nombre de chiffres. C'est effectivement en anglais et pas en français. On va très rapidement faire une version française de cette présentation. Vous voyez le nombre de contrats conclus, 140, le nombre de 150 de satellites envoyés. Ici, certains secteurs d'activité, effectivement, à partir de la coordination des projets internationaux et en terminant par la logistique, l'analytique. J'espère qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler d'une façon plus détaillée des projets du Glavkosmos et du secteur spatial russe en général. Vous voyez ici le programme Soyouz, qui est un des programmes essentiels de notre société. Nous avons effectivement aussi des filiales pour les services de lancement qui s'occupent c'est un partenariat public-privé, donc c'est des sociétés privées pour 25% du capital. Donc effectivement, ils s'occupent de la promotion du lanceur Soyouz sur le marché extérieur, mais aussi c'est l'opérateur, donc effectivement, des services de lancement. Je voudrais également vous montrer
vous parler d'une initiative que nous avons lancée, le portail de la production du secteur spatial russe, de l'industrie spatiale russe. Vous voyez, vous pouvez directement aller sur le site et effectivement regarder plus en détail. Donc, pratiquement dans tous les domaines du secteur spatial, vous trouverez des informations sur ce portail. C'est non seulement une sorte de Wikipédia, mais aussi vous pouvez envoyer une demande chez Glafkosmos pour vous procurer tel ou tel appareillage, tel ou tel équipement spatial industriel, ceux qui sont bien évidemment autorisés à la vente. Il y a aussi, nous proposons aussi des programmes de formation. Aujourd'hui, nous sommes concentrés non seulement sur les services liés au lancement, mais aussi dans notre société, on a des spécialistes, des experts qui sont connus sur le cosmodrome par chaque petite souris qui existe. Et effectivement, ils sont en train de s'occuper pour le déploiement du groupe OneV. Nous avons des jeunes spécialistes, nous avons des juristes, des logisticiens, des experts dans le domaine du contrôle à l'export. Pour le compte de Roscosmos, nous relançons les vols spatiaux commerciaux. Nous avons lancé des nouvelles initiatives comme magazine, comme l'espèce de boutique Internet pour la vente de SpaceX et la NASA font pareil, ils vendent leur production et nous essayons de faire pareil. Mais bien évidemment, nous sommes très tristes lorsque nous voyons les jeunes qui s'achètent des t-shirts avec NASA dessus. Et bien évidemment, ceci nous rend tristes. Tout le secteur spatial des fusées russes est digne d'intérêt. Donc, nous essayons de promouvoir les produits avec notre logotype et que les gens soient fiers de notre société et de notre industrie nationale. Voilà en 2 mots ce que nous faisons aujourd'hui. Nicolas, merci. Eh bien, merci beaucoup, Dmitri Vladimirovitch, pour cette réponse. Je ne l'ai pas sur moi, mais moi, promis, j'ai un t-shirt avec Yuri Gagarin. Alors, peut-être qu'on avait une petite vidéo. Je ne sais pas si c'est... Да, если можно regarder une brève vidéo de quelques minutes qui va un petit peu compléter la présentation de M. Loskutov. The stars have always attracted the humankind. People gazed at the night sky, eager to explore the boundless expanse of outer space. On our way to space, we had to go through many rises and falls. It took us long to open the space age, and the world has changed forever. The first artificial satellite of the Earth, the first man in space, the first orbital station. Ambitious and dedicated pioneers gave a brilliant start to the Soviet history of space exploration. In 1985, we made a step toward the world and started developing international projects, launching cosmonauts to our orbital stations and unfolding cooperation with foreign partners. We organized the first commercial spaceflight in history. We trained dozens of cosmonauts from different countries for their first space missions. In the 21st century, we continue to advance. We offer our partners a full range of products and services of the Russian space industry. Our Soyuz, Proton, and Angara launch vehicles deliver into orbit spacecraft of many countries of the world. We create turnkey solutions for space systems. We launch satellite constellations. We provide Earth remote sensing data.
We manage complex space projects. And we are reopening private space flights. We provide all associated services, from logistics and export control to legal and analytical support. This would not have been possible without our specialists, capable to combine more than a half a century of experience in the space industry with the most recent technologies. We believe that our capabilities are as infinite as outer space. After all, we work with people who have already made history and people who are changing the course of history today. Globkosmos. Let's go to space. Поехали. Oui, поехали. Alors merci, c'était une très jolie vidéo. Dmitry Vladimirovitch, j'ai une question très générale, un peu pour continuer la partie introduction. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Quelles sont globalement les grandes perspectives de la Russie dans le secteur spatial? Alors je sais qu'il existe un programme spatial fédéral, le FECAP, je sais qu'il fait plusieurs dizaines de pages, on ne va pas le lire page par page ce soir, mais globalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes perspectives générales de la Russie dans le spatial? Да, Николя, очень такой глобальный вопрос. Oui, Nicolas, une question globale. Si on considère d'une façon stratégique, notre secteur spatial est divisé en secteur de défense, donc pour assurer la défense de notre pays avec nos moyens dans l'espace et sur Terre. Deuxième objectif du secteur, c'est rendre la vie des gens meilleure grâce aux activités spatiales, navigation, communication, d'autres services, etc. Et ensuite, troisième secteur, c'est donc la recherche scientifique, la recherche fondamentale, appliquée. C'est peut-être la chose la plus intéressante, mais en fait financée d'une façon résiduelle, malheureusement, par l'État. L'État dépend beaucoup de l'État, donc la sécurité et la défense, donc assurer les commandes militaires de l'État sont considérées en premier lieu, bien sûr. Et nous avons le programme spatial d'État fédéral, Globkosmos. Nous ne nous occupons pas du tout de la défense. Nous nous occupons pas de la coopération militaire et technique. Notre objectif, ce sont des projets civils où parfois il y a des programmes à double destination. Mais Roscosmos, en tant que corporation, effectivement, il participe il travaille dans tous les domaines. La stratégie du Roscosmos, notre entreprise mère, ils ont un programme jusqu'à 2025-2030. Effectivement, ce programme a été effectivement décidé, va être bientôt décidé. Il y aura plusieurs scénarios de développement. En général, il y en a 2 ou 3 scénarios en fonction des financements. Et là, nous voyons bien comment l'administrateur de la NASA fait la promotion en utilisant des moyens politiques pour que dans le Congrès ou dans le Sénat, obtenir des financements. Par exemple, le programme lunaire, tout le monde en parle. Tout le monde veut savoir ce dont on a besoin pour aller sur la Lune. Donc, dans le cas russe, chez nous, nous avons besoin de créer un vaisseau spatial piloté qui s'appelle Aigle. Donc, nous devons créer un lanceur très lourd de 3e génération, on peut dire. En plus, il faut créer des structures sur Terre, au sol. Nous avons besoin aussi d'une capsule d'atterrissage, une module d'atterrissage sur la Lune. En plus, voilà, la NASA, par exemple, cherche à faire financer effectivement par l'État américain cet élément.
Ensuite, quatrième aspect, c'est le financement, c'est l'argent. Donc, si on n'a pas d'argent, les quatre éléments précédents n'ont aucune importance. On peut appeler ça aussi la volonté politique, ce désir de financement. Donc, effectivement, s'il y a cette volonté politique, ils vont trouver de l'argent pour assurer le financement de ces programmes. Notre programme fédéral national spatial dépendra des volumes de financement qui seront alloués à partir du budget fédéral. Mais l'idée est correcte. L'espace doit être commercialisé, doit s'autofinancer, mais c'est très difficile de rendre profitables les projets scientifiques de recherche hautement scientifiques. Donc, je pense que nous avons nos points forts en Russie, par exemple en Russie, indépendamment, d'une façon indépendante, tout le cycle, toute la chaîne du secteur spatial est produit d'une façon autonome, indépendante. Tous les appareils, les véhicules peuvent être lancés à partir des 3 cosmodromes, pas de tir. Et donc, effectivement, la souveraineté et les objectifs premiers sont réalisés avec les moyens de financement courants. Mais on veut toujours plus, on veut toujours quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, nous avons un programme qui s'appelle Sphère. C'est très difficile, effectivement, de se passer des financements privés. Moi, je suis vraiment très récent dans ce secteur, depuis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Au gouvernement, quand j'ai travaillé 6 ans, donc j'ai été un petit peu en relation avec tous ces problèmes, bien évidemment. Mais maintenant, j'ai un regard très frais et je peux être assez franc et sincère dans cette discussion. Je pense que si on ne coopère pas avec les sociétés privées, notre secteur spatial ne pourra jamais être compétitif. Même si l'entreprise Krounichev, la société Krounichev est financée correctement, la société Energia aussi commence à être financée bien, mais il faut trouver un équilibre de toute façon où les intérêts souverains d'État seront pris en compte, donc les intérêts de l'État fédéral, et en même temps, il faudrait aussi encourager nos entreprises de baisser leurs prix pour leurs services et pour leurs produits. Et nous voyons une société, par exemple, comme Glavkosmos, qui ne reçoit rien du jeu fédéral, est devenue complètement autofinancée, rentable. Tout le bénéfice que nous obtenons, toutes les recettes, donc, vont directement dans notre entreprise mère, Roscosmos. Donc, notre production doit être plus compétitive. Nous voyons quelle est la demande qui existe sur les marchés internationaux. Je pense que la création des opérateurs commerciaux est justifiée pour les services de lancement, pour faire du sondage d'observation à distance de la Terre. Donc, je pense qu'il faut attirer dans ce secteur des entrepreneurs privés, mais pour cela, il faut être prévisible, il faut avoir une politique d'État prévisible, transparente. Il faut baisser toutes sortes d'obstacles concernant l'introduction dans le secteur spatial. Moi, j'ai souvent parlé avec les sociétés privées, même si ce n'est pas notre objectif officiel de développer le secteur spatial privé. Notre objectif, c'est de développer Roscosmos, leurs entreprises. Mais je pense qu'on ne pourra jamais aller vite sans le secteur privé. Donc, je pense qu'on va piétiner, on va rester sur place, on va faire du surplace, comme dans ce célèbre roman, Alice disait que si on veut réussir quelque chose, il faut courir à toutes jambes. Donc, effectivement, nous, par exemple, enlever les licences là où ça ne concerne pas la défense, ce qui est très important, que notre message soit entendu par
personnes intéressées. J'espère que toutes ces choses seront prises en compte dans des documents officiels, des documents importants du GlavCosmos. Nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes. Par exemple, Rosatom a été impliqué dans la préparation de ces documents. On nous a demandé même une fois ce que nous pensions du marché spatial vers 2040-2050. Donc, quel sera le marché international à cet horizon-là? Donc, c'est très important de planifier à long terme comme ça. Je pense qu'il y aura des hôtels sur l'orbite, il y aura des modules privés, et même des véhicules spatiaux privés vont exister sûrement. Le développement des astéroïdes, commencera, je pense, à cette époque-là. Je pense que le rôle d'État sera déterminant dans le secteur spatial russe, surtout, mais l'État devrait quand même jouer le rôle de sage, d'un arbitre très sage, pour ne pas étouffer l'initiative privée, étant donné ce que nous voyons aux États-Unis, en Inde, en Chine, les participants poussent comme des champignons après la pluie. Oui, tout à fait. Effectivement, ces questions ne se posent pas qu'en Russie. Alors, vous avez très rapidement mentionné quelque chose de très intéressant, un programme qui s'appelle Sfera, dont on a un petit peu entendu parler, mais beaucoup de détails n'ont pas été donnés. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que c'est que Sfera? Bien sûr, Nicolas. Ceci découle de ce que j'ai dit auparavant. Donc, la majeure partie des recettes proviennent des services. Ce n'est pas des services de lancement. C'est le service que nous fournissons. Sfera pourrait être mieux expliqué par les spécialistes du GlavCosmos qui pourraient vraiment vous parler de ce programme d'avenir, d'un développement intégral d'un groupe sur orbital. Il est prévu jusqu'à 2030. Et donc, ce travail est effectué par Roscosmos avec d'autres ministères. Maintenant, nous avons le ministère des télécommunications, des communications de masse. En Russie, Cosmos, ce n'est pas seulement Roscosmos. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Lorsque on demande à Roscosmos d'être profitable, d'être rentable, il faut regarder d'une façon plus complète. Il y a des sociétés privées qui s'occupent des satellites de télécommunications et il y a certaines sociétés privées vont participer, les ministères, les agences d'État vont participer aussi à ce programme. Jusqu'à 2018, il y avait plusieurs, jusqu'à une époque assez récente, il y avait plusieurs versions de ce programme. Il y a on cherchait effectivement les besoins de différents consommateurs. Il y avait une vingtaine de ministères qui étaient impliqués, la surveillance de la Terre, sondage, observation de la Terre, bien évidemment la télévision, Internet des choses, le partenariat privé et public est un des objectifs pour réaliser ce programme. Aussi, on veut produire en série des groupes de satellites, en fait des systèmes avec toute une brochette de satellites qui travaillent ensemble et aussi créer ces systèmes de satellites de nouvelle génération également. Là, je pourrais vous montrer
des planches qu'on m'a donné à Roscosmos. Il y a un département à Roscosmos qui s'occupe de ces activités. Ici, vous voyez donc ce planche en russe où vous voyez un peu le projet jusqu'à 2022, donc la création des plateformes dans l'espace pour différentes fonctions, de différentes tailles. Vers 24, donc les prototypes des petits systèmes de communication et de surveillance doivent être créés, des systèmes optiques, électroniques, et aussi jusqu'à 28 fournitures de services avec l'utilisation des groupements de satellites sur orbite. Là aussi, je voudrais vous montrer la liste. Ici, vous voyez les logos de différentes consommations, des services. Pour les services. Donc, c'est effectivement ces consommateurs qui ont formulé les besoins qu'ils avaient par rapport à ces systèmes de satellites que nous allons créer. Des sociétés privées et des entreprises d'État sont parmi ces consommateurs. Vous voyez ici le groupement Yamal de télécommunications et de transmission télé. C'est un domaine qui va se développer. Donc ici, nous avons le client, la société d'État liaison spatiale, entre guillemets. Donc, les réalisateurs, vous avez effectivement les sociétés qui vont le faire sont indiquées à côté. Ici, vous voyez un système Internet of Things, objet connecté. Vous voyez jusqu'à 264 appareils spatiaux à la hauteur de 800 km. Donc effectivement, ce programme a étonné un certain nombre d'experts. Est-ce que nous allons avoir cette quantité de véhicules spatiaux? Est-ce que plusieurs groupes de satellites sont réunis dans le même système? L'objectif d'attirer des fonds privés est à l'ordre du jour. Et donc, un certain nombre de départements du Roscosmos s'en occupent. Voilà, avec Gazprom, on a signé un certain nombre de documents pour la construction d'un polygone d'essai pour des véhicules spatiaux. Donc, sans rentrer dans les détails, je vous ai dressé comme ça le portrait de ce programme. Et après, très rapidement, dans les années qui viennent, on verra ce que ce sera en réalité. Je vous remercie beaucoup, c'est passionnant. Donc, alors, je n'ai pas compté le total, mais donc a priori, Sfera, ça représente plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de satellites. Ces satellites, pour les envoyer dans l'espace, il va falloir des fusées. Alors, il y a une fusée que vous exploitez depuis très longtemps et qui marche très bien, qui est la fusée Soyouz 2, qu'on peut voir juste derrière moi. Il y a une autre fusée dont on parle beaucoup qui s'appelle Angara. Alors, Angara, on a vu décoller 2 fois en 2014. Depuis, on l'attend beaucoup. On nous a promis qu'elle décollerait cette année en 2020. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de ce programme Angara? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, Nicolas, nous avons fait un lancement d'une fusée légère
Et une Angara lourde aussi est partie dans l'espace. И мы все-таки рассчитываем, те, кто внимательно отслеживают эту тему, безусловно, знают до мельчайших деталей. Ceux qui un petit peu suivent ce problème, ils connaissent un peu le sujet, mais pour le public général, je voudrais dire que cette année, d'ici la fin de l'année, nous allons lancer une Angara lourde du cosmodrome à Plessietsk. L'année prochaine, on a planifié le troisième lancement dans le cadre des essais techniques et de vol. Et nous voulons inclure aussi des lancements commerciaux dans le programme de ces essais en vol. Je pense qu'il faudrait parler beaucoup de cette fusée parce qu'il ne s'agit pas seulement des capacités de production pour cette fusée. C'est important pour les assureurs. Évidemment, avec le directeur général de Khrunichev, la société Khrunichev, nous avons discuté. S'il n'y avait pas de Covid, je pense qu'on aurait déjà lancé des modules universels de cette fusée à Omsk. On aurait pu vous montrer le site à Omsk qui a été modernisé il n'y a pas longtemps. Le 28 septembre, il y a eu un lancement à partir de la ville de Plessietsk, le lanceur Soyouz, qui était parti avec la charge utile, et nous en avons profité pour visiter le tir à Plessietsk. Donc nous avons été agréablement surpris, et bon, même cette photo avec nous tous souriants, on l'a mis sur notre portail dans l'internet, et lors des opérations de combustible, nous avons vu que tout fonctionnait très bien, de ravitaillement, tout s'est très bien passé. L'autre cosmodrome Vostochny est capable de lancer 10 fusées par an. Maintenant, avec Khrunichev, avec le centre d'opération des équipements au sol, nous commençons des activités pour créer un manuel pour l'utilisateur qui va se servir donc de cette fusée Angara, de tous ces équipements, de ce lanceur. Donc, effectivement, ce manuel pour l'utilisateur du cosmodrome Vostochny sera bientôt publié parce que l'année prochaine, l'Angara lourde sera lancée sans pilote, donc non habité, à partir de cosmodrome Vostochny. Il y a des gens qui peuvent peut-être dire que ce lanceur va être trop cher. Oui, effectivement, au début, ça paraît cher, mais même à cette phase initiale, pour avoir des charges doubles, des charges paires, effectivement, cette fusée peut être très compétitive. Alors, vous avez beaucoup de chance d'avoir pu visiter le pas de tir d'Angara à Plessietsk. Si vous y retournez, n'hésitez pas à m'appeler. J'aimerais beaucoup le voir aussi. Alors, bon, en termes de plaisanterie, Angara, donc c'est presque du présent. Moi, avec vous, j'aimerais beaucoup parler d'avenir. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez après Angara? On parle beaucoup aujourd'hui de Soyouz 5. Hier, on a parlé d'un projet qui s'appelle Amour, un très joli nom. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets en Russie dans le domaine des fusées, dans le domaine des lanceurs. C'est pas forcément clair pour tout le monde de s'y retrouver au milieu de tous ces projets. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les directions que prennent les projets russes dans le domaine des lanceurs, au-delà d'Angara? Да, хороший вопрос, Николя. C'est une très bonne question, Nicolas, comme d'habitude.
Je ne peux pas parler pour tout le Roscosmos. Je n'ai pas le droit de déterminer leur stratégie. Je vais tout simplement un peu parler de mes propres intuitions, des suppositions. Nous avons des gens qui analysent le marché, qui s'occupent des services de lancement. Roscosmos nous demande des informations régulièrement. Je pense que aujourd'hui, le parc des moyens accessibles, des moyens de lancement, de mise en orbite, il est surchargé en fait. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché de l'offre. Il y a beaucoup d'offres, si vous voulez. Le marché de la demande plutôt. C'est la demande qui manque. Donc maintenant, il va falloir créer une politique unique dans le domaine des services commerciaux payants. Donc, cette fusée Soyouz, notre cheval de bataille, va continuer à voler encore pendant longtemps. Et notre filiale Glavkosmos, du Glavkosmos, la société service de lancement, cette société fait tout pour baisser le prix de ses services de lancement pour le lanceur Soyouz. Donc, nous faisons tout dans tout notre possible. Et la même chose pour le Proton. C'est une remarquable fusée. Ceux qui ont participé au lancement de Proton ont senti le tremblement de la Terre. C'est incomparable comme impression. Peut fonctionner cette fusée avec différents combustibles. Il y a eu une tempête malheureusement et donc ce lanceur a eu quelques accidents et ça coïncidait avec l'apparition SpaceX, la société Falcon 9. Et donc effectivement le marché occidental a commencé à baisser pour nous. Donc la concordance de toutes ces circonstances a créé donc la nécessité de Proton. ALS, société, entreprise mixte américano-russe, ALS, Glavkosmos ont coopéré activement ensemble. Le personnel a été renforcé de la société. Donc, une équipe très importante dans le domaine de marketing qui a pu garder certains clients en Occident. Mais vous savez qu'il y a un accord avec Kazakhstan pour le tir Baïkonour pour que, après 2025, pour que les Protons ne soient plus lancés à partir de Baïkonour à cause des problèmes écologiques. D'ici cette époque-là, en 1923, donc Angara sera lancé à partir de Vostochny, Cosmodrome Vostochny, donc et on va passer après à la fusée lourde, des lanceurs lourds avec une capacité de 27 tonnes de mise en orbite, sur orbite proche et sur l'orbite géostationnaire également. Et donc, je pense que pour les lancements doubles ou pairs, on pourra l'utiliser. Mais si on est réaliste, pour commencer à exploiter commercialement Angara ou Soyuz 5, ceci sera possible lorsque on aura un vécu très positif, les vols réussis, parce que c'est lié aux attentes des assureurs, des marchands, ou l'autre possibilité, c'est faire baisser les prix, faire du dumping. Donc, effectivement, sur le dos de qui donc on va faire baisser les prix dans l'environnement très agressif qui existe actuellement, je pense que ceci n'est pas très raisonnable. Je pense que
Il y aura des mécanismes de subsides, de subventions, des lancements à partir de l'État de Roscosmos. Angara, c'est 3 tonnes à peu près. Il peut mettre 3,5 peuvent être mises sur l'orbite terrestre à côté de la Terre. Il y a une option plus légère. Nous avons entendu la déclaration de Kounichev que Rokot, c'est une fusée plus légère, 2, Rokot M ou Rokot 2, ce sont des fusées de conversion, des fusées légères qui ont été fabriquées à partir des missiles militaires, des balistiques intercontinentaux. Donc Kounichev avait confirmé le renouveau de la production de ces fusées. Donc, effectivement, le coût est lié à l'adaptation, à la charge utile et à l'équipement au sol. Donc, je pense que pour les lancements légers, il faudrait faire quelque chose de nouveau. Je pense que ce serait bien pour les sociétés privées. Pour Soyuz 5, vous avez mentionné Soyuz 5. Soyuz 5, c'est le remplacement de Zénith. En fait, c'est un moteur très puissant, RD 181 ou quelque chose comme ça. Très puissant comme moteur, 17 tonnes à l'orbite, de capacité de mise sur orbite. Et nous avons aussi le C-Launch ou le départ maritime. Soyuz 7, Soyuz 6, c'est le premier étage de RD 180. Une moitié vient de RD 161. Soyuz 7, c'est Soyuz 5 adapté pour des lancements à partir de la mer. Et je pense que c'est très joli, c'est très esthétique les lancements à partir de la mer. Il y a même des Chinois qui ont déjà une plateforme pour ce genre de lancement. Quels sont les avantages des départs des lancements maritimes? Si on prend une fusée moyenne comme Soyuz 5, par exemple, ces avantages, donc effectivement, sur l'orbite de géotransitaire, il y a des avantages comparables avec le lancement à partir d'équateur. Donc effectivement, à partir de l'équateur, sur cette orbite de transition 7,5, et nous pouvons lancer à peu près 8 aussi, avec Angara. La fusée pour le lancement maritime, à partir des plateformes maritimes, elle est très proche de Soyuz 5. Le Soyuz 7, c'est presque la même chose que Soyuz 5. Les moteurs du premier et deuxième étage sont pareils, sont presque pareils. La coiffe, effectivement, à peu près 5,2 mètres. Nous avons toujours demandé qu'il nous faut pour les charges commerciales une coiffe de cet ordre-là, de 5 mètres ou moins. Pour cinquième élément, il arrive le cinquième élément, donc le financement. Combien de moyens il nous faudra pour relancer les plateformes maritimes, à part la production de Soyuz 5 ou de Soyuz 7. Il y a aussi le segment maritime, ce sont des bateaux de projection et d'assemblage et de commandement. Et nous avons aussi la structure au sol, nous avons aussi des infrastructures d'essai pour la charge utile, nous avons des équipements de ravitaillement, des véhicules spatiaux avec les gaz ou avec d'autres composants, du combustible de fusée. Donc il y a beaucoup de nuances et nous avons vu de près cette situation. Nous pensons que les lancements maritimes peuvent être rentables s'il est soutenu par le lancement fédéral. Actuellement, le lancement fédéral, c'est à partir de Cosmodrome Vostochny. Donc,
il y a une certaine incertitude concernant la compétitivité de ces moyens, de ces nouveaux moyens de lancement, de mise en orbite, mais nous pensons que notre sortie sur le marché sera reliée à une stratégie de marketing unifiée, unique. Donc nous sommes en dialogue permanent avec Roscosmos. Parmi des tendances sur le marché, sur l'orbite géostationnaire, nous avons, il y a de plus en plus de plateformes, Airbus aussi, Alenia, Boeing. Ils prévoient la construction d'un appareil, d'une installation avec un moteur qui peut faire des manœuvres, qui peut changer d'orbite, effectivement. Et donc, les fusées qui sont lourdes, ils avaient un avantage qu'ils allaient partir directement sur le point de destination, directement sans transition. Et donc, le client économisait des mois, des semaines pour, effectivement, en faisant ce lancement unique, direct. Mais maintenant, cet avantage se perd. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer la situation sur le marché. Pour amour, pardon. Excusez-moi, vous avez posé une question. Je ne me souviens plus ce que c'était. Eh bien, donc le projet Amour qui a été annoncé donc, assez récemment, si vous pouvez expliquer peut-être rappeler en quoi il consiste et nous expliquer si vous pensez qu'il a une chance d'exister un jour. Да, Николя, ну, для тех людей, которые с дрожью в руках отслеживают. Pour ceux qui suivent les moyens de lancement futurs sur le gaz liquéfié, gaz liquide, là, je pense que je ne pourrais pas dire quelque chose de nouveau. Le mot amour, effectivement, ça caresse effectivement les oreilles françaises, mais c'est le nom du fleuve. En fait, on dit que ça ne veut pas du tout dire l'amour, ça ne vient pas du français, ça vient du chinois, il paraît. Mais on n'est pas sûr, il y a plusieurs hypothèses. Roscosmos a annoncé le contrat avec le bureau Congress pour la conception. Une société privée, Cosmocourse, a participé à cet appel d'offres. Moi, je suis très content. Cosmocourse a perdu, en fait, mais je suis content que, quand même, on a proposé qu'il y a un intérêt des sociétés privées. Je suis content que, enfin, nous voyons une fusée qui est conçue pour être commercialisée. Donc ici, le coût du service de lancement, 22 millions de dollars, un prix très compétitif. En 2026, parce qu'il y aura le premier lancement, j'espère qu'elle restera compétitive, même c'est très difficile de prévenir l'avenir, le taux de change de rouble y est pour quelque chose aussi. Donc, actuellement, il y a méthane, l'oxygène, le retraitement coûte pas cher. À côté, il y a une raffinerie de Gazprom qui est construite, la raffinerie qui est pas loin du cosmodrome Vostochny. Comme vous avez lu dans les cahiers de charge, cette fusée doit être capable de mettre sur orbite proche de la Terre 10,5 tonnes de charge utile et 12,5 en une seule fois. Bien évidemment, la coiffe de 5 mètres est absolument indispensable. Concernant le deuxième étage, il y a eu une polémique comme quoi Elon Musk a écrit dans le Twitter qu'il faut utiliser le premier étage à usage multiple, ou peut-être même il parlait d'une fusée à usage multiple. Il y a nos spécialistes du Roscosmos ne cherchent pas à créer
le deuxième étage à usage multiple. Donc, je pense qu'il y aura juste des développements pour améliorer le volume de la charge utile pour l'utiliser pendant des lancements en cluster. Donc, si vous avez lu un peu des entretiens avec les experts spatiaux, on va assurer des points d'atterrissage, des pistes d'atterrissage lorsque le premier étage va atterrir. Donc, il y aura des moyens non destructifs pour préserver le moteur. Et effectivement, le lancement léger est absolument important. Nous avons visité Cosmodrome Vostochny, nous avons vu les lancements commerciaux qui ont été effectués à partir de là, avec des charges utiles associées. Il y avait des clients étrangers qui ont déjà apprécié les capacités de ce site. Et à partir de Vostochny, il y aura un lancement cette année à 100% commercial, donc avec charge utile du client. J'espère que d'ici la fin de l'année, ce lancement aura lieu. Et de toute façon, il faut qu'on développe l'extrême-orient russe. C'est une tâche stratégique, c'est un objectif stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'une fusée à usage multiple, mais aussi d'une fusée commerciale qui doit s'occuper des problèmes commerciaux. Et j'espère que ce ne sera pas noyé dans la paperasse. On l'espère aussi. Alors, vous avez parlé vous avez évoqué le fait de lancer avec des fusées des groupes de satellites. Donc, comme vous l'avez dit, la semaine dernière, depuis Plesetsk, vous avez lancé une Soyouz 2 avec plus de 20 petits satellites sous la coiffe. Parallèlement, dans plusieurs pays, y compris en Russie, on a des micro-lanceurs qui existent. Le plus célèbre, c'est celui de Rocket Lab qui s'appelle Electron. Alors d'un côté, certains disent que ces très petits satellites vont voler sur ces très petits lanceurs et d'autres disent qu'on ne pourra jamais faire mieux qu'une Soyouz, par exemple, qui envoie 40, 50 ou 60 petits satellites en une seule fois. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'avenir, c'est plutôt les lancements de groupes de satellites sur Soyouz ou les lancements de petits groupes de satellites sur des fusées comme Rocket Lab? Ну, действительно, у нас 28 сентября состоялся успешный пуск. En effet, le 28 septembre, un lancement depuis Plesetsk avait réussi. 15 appareils ont été lancés appartenant à différents pays. 4 appareils russes ont été aussi placés. Je pense que nous allons continuer à travailler dans cette direction. Notre société fille, s'occupe de cette adaptation pour la charge utile et travaille directement avec les clients. Pour les petites fusées légères, c'est une bonne question. Il s'agit de la vitesse du lancement, de la vitesse de préparation. On peut attendre un gros autobus, et puis à cause de la météo, il viendra jamais. SpaceX, par exemple, avait reporté 6 fois le lancement, et nos lancements également sont reportés souvent. Il n'y a rien de très grave ici, et on peut quand même prendre un petit van taxi où on sera serré, mais quand même on arrivera vite. Donc les petites sociétés effectivement peuvent le faire, mais pour nous, économiquement parlant, d'après nos analyses, la rentabilité donc, de ces lancements cluster avec l'accélérateur Frégate sont plus rentables, étant donné que Frégate peut mettre en orbite en une seule fois cette inclusion
Donc, construire exprès une fusée légère, surtout en Russie, Rokot 2, par exemple, dans le cadre de la conversion, je pense que c'est un peu tôt. Si une société privée veut s'en occuper, ça peut être intéressant s'il trouve un investisseur, étant donné aussi un autre avantage qui existe, un autre avantage pour des fusées légères, effectivement, avait intéressé le Pentagone. Si un jour il faut déployer d'une façon opérationnelle des petits groupes, s'ils peuvent faire plusieurs lancements pour les militaires par semaine, mais j'espère que on n'arrivera jamais à faire la guerre dans l'espace. Oui, on le souhaite tous. Alors, je voudrais poser une question, Dmitri Vladimirovitch. Ça fait plusieurs décennies que la France et la Russie coopèrent ensemble. Ça remonte à 1966, c'est l'année du célèbre voyage du général de Gaulle en Union soviétique. Aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de projets qui sont faits en commun entre la Russie et la France. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets que nous faisons ensemble? Est-ce que surtout, vous pouvez nous parler des perspectives liées à cette coopération? Et notamment, par exemple, à l'avenir d'un programme comme Soyouz en Guyane. Да, ну у нас с Францией действительно особые отношения, и в целом... Nous avons des relations spéciales avec la France, historiques, dans le domaine de la coopération dans l'espace. Nous sommes des pays assez proches dans l'esprit qui existe dans nos deux pays, par rapport à l'esprit qui existe dans nos deux pays. Si on pense à la coopération dans l'espace, c'est sur la base des accords bilatéraux gouvernementaux qui ont été signés dans les années 90. Soyouz en Guyane, c'est un projet qui a le plus réussi. En 2003, l'accord a été conclu et qui nous donne un projet russe et européen avec une contribution française très importante dedans, très grande. Donc, le 3/4 de moyens ont été fournis par la France et Ariane Espace a payé le quart aussi à leur tour de la somme totale. Donc, en 2011, nous avons lancé le fonctionnement de ce centre de lancement de Soyouz en Guyane. Je crois qu'il y a une vingtaine de lancements qui a été déjà fait, donc il est prévu pour 15 ans et pour 50 lancements. Donc, il est encore à moitié vierge. Donc, la capacité maximale, c'était 5 lancements par an et on a presque respecté cette vitesse. D'ici 23, il y a des objectifs entre CNES et Roscosmos. Le CNES et Roscosmos, Ariane Espace et Glavcosmos. Cette année, pour cette année, on avait planifié 3 lancements d'après nos contrats. On va voir ce qui va se passer. À part ce site de lancement, Roscosmos aussi a une coopération importante dans le domaine de la science. Je vais citer ici un peu les formules bureaucratiques, la question sur la possibilité de réalisation de coopération bilatérale dans le domaine de la science fondamentale et appliquée dans l'espace, quelque chose comme ça. J'ai travaillé dans le gouvernement russe, dans la Maison Blanche russe, à Moscou. Et nous avons donc effectivement considérons la possibilité de coopération
dans le domaine des recherches fondamentales. Donc, ce sont des expériences sur les véhicules, dans les véhicules spatiaux, à bord des véhicules spatiaux et d'autres projets jusqu'aux années 20. Cet accord avait été signé à Moscou en 2018. Pour l'instant, le travail dans le domaine scientifique est limité au projet, pour l'instant, seulement au projet. Pribor Viral, il y aura cet appareil donc, va être créé par les Français et les Russes et un projet pour la station spatiale indienne. Et traditionnellement, nos entreprises industrielles coopèrent. C'est la société pour les systèmes de satellites, Alenia Space. Ils ont créé une entreprise mixte pour localisation de la charge pour les satellites de télécommunications en Russie, la société Airbus et la société RKK Energia. Ils ont aussi une entreprise mixte pour la fourniture de production sur le marché spatial des pays tiers. Nous livrons aussi des moteurs à réaction de la société Fakel à Kaliningrad. Et ces moteurs sont utilisés sur plusieurs appareils spatiaux de la société Airbus. Cette société Fakel qui fabrique donc ces moteurs et sont très fiers. Il y a échange de missions aussi en janvier en 2019. Nous sommes allés en France avec les directeurs généraux des différentes entreprises russes et donc la mission de retour a eu lieu dans le format virtuel à cause du Covid. Donc nos relations sont spéciales, nous les chérissons. Nous avons des visiocontacts par téléphone aussi, par la société Ariane Espace. Et c'est très important pour le client de connaître bien les systèmes qu'il utilise. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais vous poser une toute dernière question avant de prendre peut-être quelques questions des personnes qui nous regardent, bon, sachant qu'il est déjà 20h08. Les États-Unis ont annoncé qu'ils souhaitaient retourner sur la Lune 50 ans après, et donc ils envisageaient d'y retourner, alors je crois, donc en 2024. Quand les astronautes américains atterriront sur la Lune, est-ce qu'ils seront accueillis par un cosmonaute russe ? Хотят ли русские Луны? Да? Vous voulez savoir si les Russes veulent aller sur la Lune? Ben oui, tout le monde veut le savoir. Est-ce que les Russes sont déjà allés sur la Lune? Je ne sais pas. À moins qu'il y ait un Américain avec double nationalité et avait le passeport russe aussi. Mais on aurait su quand même. Je pense que tout le monde veut aller sur la Lune. Et j'espère que d'ici 2030, si le 5e élément fonctionne, et même peut-être avant, cet objectif sera réalisé. Pour le programme lunaire, j'avais une planche qui était préparée pour un autre événement, mais je pourrais le voir, mais je pense que pour ne pas perdre trop de temps, il faudrait peut-être mieux passer aux questions. C'est à vous de décider. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut passer aux questions. On en a quelques-unes de très intéressantes. On a par exemple Nathan qui pose une question. Alors Nathan qui visiblement connaît un petit peu l'histoire de votre programme spatial et qui se rappelle de l'époque où vous lanciez des missiles reconvertis comme Volna et Stil depuis les sous-marins, ou une fusée qui s'appelait Start, qui était dérivée du célèbre missile Topol. Alors, la question que Nathan pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plans il y a des projets
pour de nouveau lancer ces fusées Volna, Stil ou Start. Николя, я вас все это время слушал на французском, а сейчас отвлекся и потерял нить вопроса, потому что пытался его найти. Я прошу переводчика повторить. Excusez-moi, Nicolas, est-ce que vous pourriez répéter votre question? J'ai eu un petit problème technique. S'il vous plaît, pourriez-vous répéter? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc Nathan demande si les lanceurs Volna, Stil ou Start, c'est-à-dire les anciens lanceurs qui étaient dérivés de missiles militaires, un jour seront de nouveau exploités en Russie. Понятно. Ну, вопрос не по компетенции главкосмоса. J'ai compris, ça relève pas de ma compétence, ça relève pas du Glafkosmos, ces noms terribles appartiennent plus au domaine militaro-technique. Donc on s'en occupe pas. Pour les moyens de conversion, il y a eu une entreprise mixte par le passé. Il y en a eu beaucoup d'entreprises mixtes dans le secteur spatial. Starsem toujours existe pour Soyuz commercial, ALS pour le Proton, américano-russe, russe pour la fourniture des moteurs RD 180-181 vers les États-Unis, une société américaine Eurocot, entreprise russo-allemande pour exporter l'Eurocot. C'est en fait pour les fabricants de la fusée convertie. C'est lui qui décidera si c'est justifié ou pas. Si Roscosmos trouve que ce serait pas mal si qu'on s'en occupe, on va le faire. Mais les noms que vous avez cités, au moins un nom ou deux, c'est déjà, ça provient vraiment du domaine militaire, exclusivement militaire. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, on a Jean-Luc qui vient de la merveilleuse ville de Nancy, que je connais bien, qui vous pose aussi une petite question. Je pense que c'est en référence à ce que vous disiez au début de l'interview. Il demande, lui, il voudrait bien avoir un t-shirt Glafkosmos, mais il ne sait pas où est-ce qu'il peut l'acheter. Chers amis, il faut vous abonner sur notre compte sur Instagram. Inscrivez-vous sur notre Twitter, mais je pense que c'est dans l'Instagram qu'il y aura le maximum d'informations. Je pense que d'ici la fin du mois, nous allons lancer cette boutique en ligne. Et si effectivement les t-shirts vous manquent à ce point, écrivez-moi directement ou dans le centre russe rue Boissière. Merci pour votre intérêt et votre enthousiasme. On espère de ne pas vous décevoir. Aussi. Alors, on a une nouvelle question qui est par rapport à la Station spatiale internationale. Est-ce que Glafkosmos prévoit de l'utiliser comme moyen de lancement de nanosatellites? Parce qu'on sait que les Américains, les Japonais, par exemple, le font beaucoup, lancer des tout petits satellites depuis l'ISS. Est-ce que côté russe, vous le prévoyez aussi? Glafkosmos a beaucoup de moyens de mise en orbite. Il s'agit ici du profit commercial, donc c'est plus intéressant que de lancer à partir de la station internationale ISS. Il faut un module spécial pour mettre en orbite ces appareils, comme les Japonais le font, où il faut faire sortir les cosmonautes dans l'espace. En dehors du véhicule, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut former les cosmonautes. Bien sûr, nous allons utiliser aussi la station internationale pour les objectifs commerciaux. Nous proposons nous-mêmes des informations pour nos
clients potentiels. Donc, le tourisme spatial, bien évidemment, c'est le tourisme haut de gamme, avec un marché très étroit, élitiste, mais je pense que nous sommes très clairs et très efficaces pour trouver un client potentiel qui saura très bien sur quoi il avait partir dans l'espace. Je pense que les prix vont baisser. La compétition, c'est une très bonne chose. Je ne me fatigue pas de le dire, parce qu'il faut toujours qu'on soit en forme et qu'on puisse fournir le meilleur produit au meilleur prix. Ici, vous voyez même le plan, la photo de la station avec les nouveaux modules. Merci pour votre question. Je pense qu'un jour, on pourra utiliser les capacités résiduelles du vaisseau cargo pour Progress, pour la charge utile. Mais il s'agit des activités en dehors du véhicule, en dehors du vaisseau. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, on a Baptiste qui pose une question aussi extrêmement intéressante. Il demande des nouvelles du lanceur Yenisei, le lanceur super lourd, STK. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce projet Yenisei? Si je comprends bien, 1928, le lancement est prévu pour cette fusée super lourde. Elle devrait mettre en orbite un module. Je vais vous montrer rapidement. Voilà un diapo sur la Lune. Ah. On revient un petit peu en arrière. Ici, dans le sens des aiguilles de la montre, du bas vers le haut, vous avez demandé quand les Russes seront sur la Lune. Je pense que c'est 2030 plus, ou peut-être plus tard. Vous voyez le module lunaire, la base lunaire devrait être lancée sur une fusée super lourde. Je ne veux pas parler des détails maintenant parce que tout cela dépendra de différentes conditions, différents éléments de cette fusée, du financement, etc. Effectivement, on planifie une fusée de classe très lourde parce que pour la Lune, on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Et alors, pour reparler on a parlé tout à l'heure du lanceur Soyuz 5, donc qui va notamment décoller depuis Baïkonour. On a un spectateur qui s'appelle Amaury et qui nous demande si vous avez d'autres projets pour Baïkonour à part Soyuz 5. Parce que vous avez dit que Proton donc devrait s'arrêter de voler à peu près en 2025. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à Baïkonour au-delà? Ну, нас с Казахстаном связывают давние тесные отношения, и Байконур – это тот узел. Avec le Kazakhstan, nous avons des relations anciennes. Le site de lancement est un site historique, le site de Baïkonour. Ceux qui l'ont visité et ceux qui ont ce que ça représente, c'est la fusée Energia et Buran ont été abandonnés. C'était des
projet géant, historique, légendaire, si vous voulez. Mais c'est l'histoire. Donc, dans le cadre de nos relations avec nos amis kazakhs, nous sommes en négociation pour l'avenir de Baïkonour. Il y a une commission gouvernementale pour le Baïkonour qui travaille depuis quelques années. Donc, le travail est effectivement effectué au niveau de vice-premier ministre, au niveau du directeur de Roscosmos, M. Rogozin. Ils sont en communication permanente par téléphone avec les gens qui prennent la décision sur Baïkonour au Kazakhstan. Glavkosmos, en tant qu'organisation commerciale, ne joue pas n'a pas de poids concernant dans les négociations sur ces projets. Il s'agit ici des décisions politiques, c'est des projets politiques et ni la partie russe ni les Kazakhs ne veulent laisser ce site sans travail, parce que même on ne pourra même pas l'utiliser comme un site touristique, parce que au contraire, je sais que les Kazakhs sont prêts à investir là-dedans pour développer une infrastructure avec tenant compte du statut de la ville de Baïkonour pour que les touristes puissent plus facilement venir là-bas, pour qu'il y ait plus de lancements. Et nous, en tant que Glavkosmos, en coopération avec Baïkonour et la partie kazakh, dans le cadre du programme OneWeb, il y a eu 2 lancements au début de cette année sur Baïkonour. Et la partie kazakh et tous ceux qui ont participent à des lancements à partir de Baïkonour sont très enthousiastes pour laisser vivre ce site. Notre filiale, les services de lancement, discutent d'une façon trilatérale avec les Émirats et les Kazakhs pour la modernisation de certains éléments de Baïkonour. Donc, la discussion a été en fait très difficile parce que au début, on voulait réaliser ce projet au niveau des agences spatiales, mais après, on a décidé qu'il faut que ce soit un niveau gouvernemental. Et donc, toutes ces négociations sont prolongées pendant des mois. Mais cette question n'est pas fermée. Pour Soyuz 5, je pense que ce projet Soyuz 5, effectivement, va être réalisé. Le lancement de... Nous avons le 31e piste pour les lancements habités. Donc, pour aller vers station internationale spatiale, c'est un projet gouvernemental. Je ne veux pas faire des déclarations politiques ici, puisque je suis directeur d'une corporation privée et je pense que on ne va pas nous séparer avec nos amis kazakhs et on trouvera un moyen pour faire perdurer le Baïkonour. C'est notre avenir commun. On l'espère tous. Ce serait très dommage de fermer Baïkonour. Je vais vous poser une dernière question donc qui nous vient encore une fois d'Amaury, question très pertinente, qui a constaté qu'il y a un lanceur en Russie qui marche très bien, qui s'appelle Soyuz 2.1V, qui décolle de Plesetsk et qui aujourd'hui n'est exploité que par les militaires. Et donc Amaury demande si Glavkosmos prévoit un jour de faire des lancements commerciaux avec Soyuz 2.1V. C'est des vols commerciaux pilotés c'est ça, parce que la charge utile est déjà envoyée avec cette fusée.
des lancements de satellites. Alors, peut-être qu'avec la traduction, c'est difficile. Le nom du lanceur en russe, c'est bien Soyuz 2-1V. Да, я рад, что почти всю нашу конференцию я вас прослушал в оригинале на французском языке. Но спасибо переводчикам в любом случае за подстраховку. Merci aux interprètes pour la traduction, mais je vous écoute en français aussi, Nicolas. Soyuz 2-1V, effectivement, un lanceur qui part de Plesetsk dans le cadre des objectifs militaires, et donc l'Avcosmos ne la considère pas, cette fusée, en tant que une possibilité commerciale. Si le ministère de la Défense veut mettre une charge utile associée pendant ces lancements, on est prêt à le faire, mais pour l'instant, le Soyuz 2-1V, on ne s'en occupe pas pour l'instant. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse et pour toutes les autres. Il est 20h26, donc je pense que je vais arrêter ici. Sinon, je vais me faire disputer par Constantin. Merci encore, Dmitri Vladimirovitch. Spasiba balshoye. Merci pour toutes vos réponses et merci aussi à toutes les personnes qui ont posé des questions sur le chat. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre. Il y en a qui tournaient autour de Mars et de Vénus. Alors sachez que le Centre pour la science et la culture de Russie à Paris prépare d'autres interviews comme celle-ci et certaines seront faites avec des spécialistes de l'exploration de Mars et de Vénus. Donc, ce sera justement l'occasion de revenir et de poser de nouveau ces questions. Donc merci encore, Dmitri Vladimirovitch, et merci, Constantin, et je vous rends la parole. Moi, j'aimerais demander à nos spectateurs de ne pas quitter pour l'instant notre conférence. Moi, j'ai une petite surprise. Я бы хотел тоже с своей стороны поблагодарить участников. Мы сегодня действительно провели... Je voudrais de mon côté remercier tous les participants. On a eu aujourd'hui, ce soir, une conversation très approfondie. Il y a l'avenir pour notre secteur spatial. Il y a des perspectives très bonnes dans ce domaine en Russie. Aujourd'hui, on a parlé aussi de la coopération franco-russe dans l'espace, comment le segment russe sur la station fonctionne sur la station internationale. J'imagine que aujourd'hui, ce soir, un cosmonaute célèbre, héros de la Russie, M. Andrei Ivanovich Borisenko, a suivi notre conférence. Il a volé sur la station internationale avec Thomas Pesquet, célèbre astronaute français. Et je voudrais demander à M. Borisenko de dire quelques mots. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Constantin Mikhailovitch. Merci beaucoup au Centre russe de sciences et de culture à Paris pour avoir organisé une rencontre très intéressante. Merci beaucoup à Dmitri Vladimirovitch et Nicolas pour un dialogue très bravement conduit. Et j'ai en fait appris beaucoup de choses pour moi. Donc pour moi, c'était comme un cours de formation. Moi, j'espère que l'année prochaine, on va célébrer 60 ans de l'ère spatiale, où aussi Thomas Pesquet aussi va faire partie de l'équipage qui va aller sur la station internationale. Je pense que nos amis français vont s'intéresser autant et même plus à l'espace, et j'espère qu'il y aura d'autres réunions bientôt sur notre sujet. Merci beaucoup, Andrei Ivanovitch, Borisenko. À la suite de ce qui a été dit par Nicolas, notre centre scientifique va continuer à faire des réunions à ce sujet aujourd'hui avec l'agence spatiale russe. L'Avcosmos, pour le compte de Россотрудничество, a conclu beaucoup d'accords et nous avons effectivement organisé
des conférences consacrées au premier vol piloté, à toutes les questions liées au développement et la conquête de l'espace. Et nous attendons ici, une fois que toutes ces menaces sanitaires seront derrière nous, Andrei Ivanovitch et Monsieur Le Skutov, on voudrait les revoir ici. Je me souviens, à Nancy, il y avait une semaine de l'espace, du cosmos russe qui avait été organisée. Et il y a 10 000 personnes, ils ont pu visiter ces journées, les adultes et les enfants, pour écouter les histoires présentées par Boris Ivanovitch. Andrei académicien Bartsenko doit venir pour rencontrer notre public professionnel et amateur. Académicien Marov aussi, qui étudie depuis longtemps le patrimoine spatial. Donc le thème de ces recherches, c'est la table de lancement de Gagarine, la technique, les équipements spatiaux. Donc, il va parler des choses qui peuvent être inscrites dans la liste du patrimoine spatial protégé de l'UNESCO. Donc là-dessus, je voudrais arrêter et à la fin, je voudrais remercier notre interprète, Achid, qui a eu une tâche difficile, mais il s'est bien débrouillé. Et aussi, je voudrais notre traducteur traditionnel, Assia, qui a été très efficace aussi. Dimitri Andreevitch, je vous remercie beaucoup pour votre présentation très profonde et détaillée. Спасибо. Спасибо. Au plaisir de vous revoir. Nicolas, c'est à vous aussi. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Спасибо организаторам от переводчика. Спасибо.